Et effectivement, quand on a préparé cette table ronde, je me disais, mais d'où vient ce titre, hein, horizontalité, verticalité, qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire, hein. En fait, l'idée derrière cette table ronde, hein, c'est d'aller un petit peu au-delà de la donnée en elle-même, hein. On dit souvent, il y a 3 étapes, il y a la donnée, il y a l'information et il y a la connaissance, hein. Et donc, la donnée, on pourra en reparler un petit peu pour chacune de vos maisons, mais on la maîtrise un peu. Mais c'est comment on va transformer cette donnée en information, donc une donnée déjà retravaillée qui commence à avoir du sens, et surtout comment on va transformer ces informations en termes de connaissances, c'est-à-dire d'outils d'aide à la décision. Je regardais hier soir horizontalité, verticalité. Alors il y a beaucoup de trucs sur la transposition en Excel, hein, qui permet de passer de horizontal à vertical, hein. Je ne sais pas si c'est ça auquel on va aboutir. Et je retrouvais une citation aussi qui est de Jean Cocteau qui dit vivre est une chute horizontale, hein. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça. En tous les cas, plusieurs sujets, et on les prendra au fil de l'eau, plusieurs sujets autour de ça. La première thématique qui m'intéresse, c'est donc sur cette chaîne de transformation de la donnée en connaissance, hein. J'aimerais bien qu'on discute un peu sur est-ce qu'il vaut mieux essayer de l'insourcer, de l'outsourcer, comment ça se passe, hein, en termes d'utilisation. Un deuxième sujet que j'aimerais bien analyser, c'est effectivement les technologies et les outils que l'on a aujourd'hui pour effectuer cette transformation. Et je pense qu'on a autour de la table des gens qui ont des outils formidables dans le domaine, donc ça va être intéressant de comprendre un petit peu mieux. Un autre sujet qu'on va essayer d'aborder aussi, on va savoir s'il y a la réponse ou pas, c'est est-ce que finalement on n'a pas trop de données, et à l'inverse, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a des données qui manquent, hein? Est-ce qu'on peut avoir quand même un peu de connaissances avec des données qui sont limitées? Donc, autre sujet qui m'intéresse. Je les cite en vrac parce que j'ai pas eu le temps de préparer avec tous les intervenants. Donc, comme ça, ils savent vers quoi on va, hein. Et puis peut-être le dernier sujet, ce qui reste toujours d'actualité, c'est comment on source ces données. Où est-ce qu'on en est dans la collecte de données brutes. Donc voilà un peu les différents thèmes que je souhaitais qu'on aborde dans cette table ronde. On a un panel donc de très belle qualité, et donc avec ma première question, c'est à la fois l'occasion pour chacun d'entre vous de se présenter et puis peut-être de commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Je vais peut-être commencer par Philippe Boyer, qui est directeur d'innovation chez Covivio. Vous représentez un peu l'investisseur, le propriétaire, donc peut-être à la fois, dites-nous un petit peu comment se positionne Covivio, c'est important pour tout le monde, et surtout spécifiquement sur la gouvernance de la donnée, où est-ce que vous en êtes, hein? Merci beaucoup. Donc Covivio, c'est en effet, comme vous le disiez, un investisseur, opérateur, propriétaire foncier. Nous sommes propriétaires essentiellement de bureaux, d'hôtels et de logements, et ceci sur une échelle européenne. Les hôtels, une dizaine de pays, mais le patrimoine bureaux et logements essentiellement en France, en Italie et en Allemagne. Juste en France, pour donner encore un autre chiffre, en matière de bureaux, c'est à peu près 1 400 000 mètres carrés de bureaux en France. Donc pour répondre à votre question, sur ce vaste sujet qu'est la data, on est très pragmatique, et si je devais essayer encore plus de résumer les choses, après je détaillerai, je dirais qu'on a tous été, si je puis dire, au cours de ces 10 dernières années, victimes de cette avalanche de données. On est tous conscients de ce big data, et aujourd'hui, pour nous, en tout cas chez Covivio, c'est quelque part de passer d'une situation de big data à un process de good data. Autrement dit, véritablement, de se donner les moyens, de se donner un cap, une feuille de route en matière de data dans un premier temps, et plus largement en matière de smart building. Donc pour nous, bien sûr, on rattache cette notion de data, et ça a été évoqué dans la table ronde précédente, en particulier avec notamment Spinalcom. On attache cette notion de data par rapport à
un point de vue beaucoup plus global sur le smart building. Nous, on raisonne à l'échelle européenne, on a une équipe dédiée smart building à l'échelle européenne qui eh bien, définit le cap de qu'est-ce qu'on veut en termes de data pour à la fois mieux connaître évidemment le fonctionnement au quotidien de nos bâtiments, mais également définir au mieux des nouveaux services qui seront déployés à destination de nos clients, à destination de nos locataires. Donc je pense qu'il faut vraiment commencer, dès lors qu'on aborde d'un point de vue très opérationnel ces questions de data, par se donner un cap, par se donner une stratégie, une politique, et ensuite, fort de ça, de décrire et de construire ce que l'on veut en termes de data que l'on a quasiment à proximité, en tout cas en masse, grâce à tout ce que génère un bâtiment au quotidien. C'était évoqué tout à l'heure le chiffre, plusieurs millions de data générés quotidiennement par un bâtiment, que ce soit en termes de qualité de l'air, en matière d'occupation réelle des espaces. Merci Philippe. Alors, on va passer à Sylvain. CPO de Maire, alors on connaît les CEO, les CCO, les CTO, les CIO. Alors CPO, ça veut dire quoi? Et au-delà de ça, quand même, hein, peut-être c'est intéressant de savoir exactement ce que fait Maire, et puis justement dans cette analyse de la donnée, donc comment vous voyez les choses évoluer. Alors je commence d'abord par répondre à CPO. Donc CPO, c'est chef produit. Voilà. Donc, et j'aime bien le titre du sujet, verticalité, horizontalité. Et avant de présenter Marie, j'aimerais faire un petit commentaire sur cette partie-là, parce que souvent la donnée qu'on a est liée aussi à la façon dont elle est exploitée chez les différentes entités. Donc nous, notre positionnement, le titre la tagline de Mairi, c'est Make your data work for you. Ça veut dire faites que la donnée travaille pour vous sur le domaine du property, de l'asset et du fund management. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de données incomplètes. À un moment donné, on peut se poser la question, en effet, oui, un property manager n'a pas le même besoin qu'un asset manager et pas du tout le même besoin qu'un fund manager. Comment on fait pour qu'on récupère les informations et que les trois travaillent à la suite, qu'ils aient toute l'information? Ça, c'est le challenge sur lequel Mairi essaye d'y apporter une solution. Et c'est vrai qu'il manque des données à certains endroits, il faut les échanger. On n'est plus dans la requête SQL à un moment donné d'aller chercher dans un autre, donc il faut vraiment la mettre au même endroit. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter à nos différents clients. Voilà, on est beaucoup plus petit. On est une start-up qui a 5 ans d'existence. Voilà. Très bien. Et on va continuer ce tour de table, hein, donc avec Benjamin Ulrich, hein, CEO de Intent Technologies. Donc bravo encore pour le Grand Prix et la discussion de ce matin. Peut-être quelques mots encore Intent, hein, et puis justement votre vision aussi sur cette transformation progressive de la donnée en connaissance. Hein. Oui, alors tout à fait, ça fait maintenant 10 ans, même plus de 10 ans qu'on intervient sur des parcs immobiliers. Alors pour vous donner quand même un chiffre, on a recensé le nombre de bâtiments aujourd'hui qui sont déployés par notre plateforme. C'est plus de 30 000 bâtiments aujourd'hui sur lesquels on a cette plateforme cloud qui vient piloter et interagir tous les services qui sont déployés sur un parc immobilier, sur de l'entretien, du réglementaire, de l'énergie ou encore des services aux utilisateurs. Cette plateforme, et je ne l'ai jamais partagée, je le partage plutôt à mes collaborateurs, mais il faut savoir que dans l'histoire d'Intent, vous avez ce mot intent. Et intent en anglais, on ne l'a pas choisi par hasard. C'est qu'on a toujours imaginé que la data seule, elle n'avait pas de valeur si elle n'impacte pas un processus métier. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept-là? Donc, intent to intent, c'est avoir l'intention de faire quelque chose. Et bien, l'intention c'était pour nous de se dire comment on va être capable, dans cette industrie immobilière, de rendre cette data utile et utilisée. Et là, je peux vous dire que quand on est rentré à l'origine dans le logement social, un secteur que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'était un secteur qui était plutôt en avance dans l'industrie immobilière. Et eux avaient compris très tôt que s'ils n'utilisaient pas la data, ils allaient disparaître dans leur modèle économique, dans leur manière d'opérer leur marché. Et donc aujourd'hui, je pense que le moment dans lequel on est sur ces sujets de la data, c'est qu'on a vu que technologiquement, on va dire, on est là tous PropTech et industriels en capacité de vous fournir des solutions pour gérer ces enjeux de la data immobilière. Après, toute la question est comment moi, dans mon métier, je suis en capacité d'apporter la valeur ajoutée et de rendre cette data utile et utilisée. Et on voit que c'est plus le constat qu'on fait là après ces 10 années, c'est plus un enjeu de transformation des organisations qu'un enjeu réellement de collecte, d'industrialisation.
Et derrière les travaux de l'Institut Fidji, on le voit bien, c'est de transformer cette industrie en essayant de faire comprendre à tout le monde qu'on a intérêt à parler de la même chose quand on parle d'une donnée de bâtiment, quand on parle d'une donnée de consommation, etc., etc. Voilà, donc nous on sait, et on en reparlera je pense, on a énormément de cas d'usage très concrets sur lesquels on travaille au quotidien. On est sur le maillon là, dont on parlait ce matin, le petit bâtiment physique sur lequel il se passe plein de choses et dans lequel on n'a pas trop envie de regarder tous les jours pour éviter de rentrer dans le plat de spaghettis. Et pourtant, on est en train de résoudre ce problème-là. Vous savez, une start-up, quand on crée une boîte, on veut résoudre un problème. Quand on a créé la boîte Intent il y a 10 ans, on a dit on va résoudre ce problème-là. Voilà. Et on est en train de le résoudre. C'est plus de 200 acteurs avec lesquels aujourd'hui on interagit, qui sont des prestataires de services, des éditeurs de logiciels ou des solutions connectées, puisqu'effectivement, il y a aussi les objets connectés, mais ce n'est pas le cœur de la data qu'on manipule. Merci beaucoup. Rui Diogo, donc DG de Erdia. Pareil, première impression, premier point de vue sur cette thématique. Je pense que ça marche, Rui. Si tu... Ah bon, alors on en prend un autre. Bon, on a trop travaillé déjà depuis ce matin. Vous avez trop parlé dans le micro. Oui, alors donc Erdia, moi je dirige un cabinet de conseil en fait, qui est spécialisé dans ce domaine. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez, nous on fait de l'immobilier privé et du logement social. Donc effectivement, le monde du logement social, on pourra en parler tout à l'heure, hein, ont pris pas mal d'avance. Enfin, en tout cas, a compris assez tôt que l'usage de la donnée allait leur apporter de la valeur ajoutée et permettre peut-être de survivre, en tout cas de rajouter du chiffre d'affaires en fait à leur fonctionnement. Donc avoir plus de moyens, notamment de construire. Alors, nous, la particularité d'Erdia, c'est qu'on a aussi un lab qu'on a créé il y a un peu plus de 10 ans. Et ce lab, il est né pas par hasard. Il est né parce qu'on voulait, par rapport à des besoins, on parle du besoin toujours, du client, notamment sur la donnée, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, l'exploiter, enfin, donner les moyens aux clients d'avoir de l'usage par rapport à cette donnée. Qu'est-ce qu'on peut en faire et en quoi ça peut m'être utile. Moi, je vais juste donner un chiffre déjà pour commencer, peut-être, si tu me permets. C'est que aujourd'hui, 85% des données qu'on collecte sont inutilisés, en gros, pour faire simple. Hein. Donc ça veut dire 15% de la data qu'on utilise. Donc les 95%, ça a l'air de rien, mais enfin, à une époque où on commence à parler de sobriété, il faut quand même la stocker, la donnée, il faut la faire vivre dans le temps. On parlait tout à l'heure de cyber, on parle de plein de choses, de cohérence de la donnée dans le temps, et puis surtout, elle sera peut-être jamais simplement exploitée. Et puis ça grandit chaque année, hein, en nombre, en volume. Hein. C'est toujours 85%, mais c'est beaucoup. Donc il faut quand même s'interroger sur ce qu'on fait de ces données. Et là, je rejoins ce que vous disiez au début, monsieur, c'est qu'effectivement, il faut d'abord s'interroger sur quelle est la qualité de la donnée, qu'est-ce qu'on veut en faire. Hein. Enfin, vous parliez de qualité hauteur de données, en fait, hein, la qualité de l'usage, plutôt que le nombre ou le volume qu'on peut collecter. Et moi, l'arrivée de l'IoT me fait quand même un peu peur par rapport à l'explosion de la data, même s'il y aura des couches successives. Voilà. Donc aujourd'hui, utiliser la donnée, nous, tel qu'on le voit, donc on a développé une plateforme pour ça aussi, hein, qui est donc une plateforme au sens premier. C'est pas un outil au sens j'utilise la donnée pour quelque chose de précis, mais je vais faire en sorte que cette donnée, elle soit utilisable, utilisée et fiable, pour qu'ensuite on puisse l'exploiter pour toute forme de choses. Et on a même, enfin, on ne s'est pas concentré que sur le marché français. On a commencé à travailler sur l'international, alors à notre petite échelle, le continent européen, qui est déjà pas mal, et notamment avec effectivement les Allemands, les Italiens, les Anglo-Saxons. Travailler sur, aujourd'hui, on veut exploiter cette donnée d'un point de vue global, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur une norme. On a un peu travaillé là-dessus, au niveau français, mais pas que, au niveau européen, et qu'on puisse exploiter cette data de façon homogène pour rendre les biens un peu plus fluides et qu'on puisse en faire quelque chose. On pourra reparler aussi de l'expérience avec BNP et éventuellement un peu plus tard dans la discussion. Et notre dernier intervenant du jour, hein, Olivier Meige, donc CEO et fondateur de RQR. Hein. Donc c'est important aussi de comprendre comment fonctionne ton business model, hein, et donc qu'est-ce que tu fais des données. Bien sûr. Oui, donc RQR est une agence de notation de la qualité des immeubles. Donc nous, on intervient véritablement au cœur des décisions, puisqu'on intervient au niveau de la valeur. Et la valeur, c'est la mesure de toute chose, en fait. C'est la mesure de toutes les décisions qui sont prises en immobilier, que ce soit des décisions d'acquisition, d'amélioration des actifs, de gestion au niveau du fund management. Et la raison pour laquelle on a créé RQR, c'est que face aux défis environnementaux, on estime aujourd'hui que les pratiques de valorisation, en fait, qui sont de manière générale assez court-termistes, ne sont plus vraiment adaptées.
Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux propriétaires d'actifs, aux asset managers, de valoriser leurs actifs dans le long terme. Et pour ça, en fait, on a justement un système, des applications qui permettent d'intégrer aux fondamentaux classiques de l'immobilier également les dimensions de développement durable. Donc l'information, et donc pour finir le tableau, donc on intervient sur les typologies d'actifs majeurs, donc les bureaux, les centres commerciaux, la logistique, le résidentiel, et plus récemment également sur les sites à usage mixte, et au niveau pan-européen. Donc nous, où on se situe sur la chaîne de valeur que tu as décrite, Laurent, en fait, nous effectivement, enfin, notre job, vous l'avez bien compris, c'est de produire de la connaissance pour aider à la prise de décision. Mais on intervient également au niveau enfin c'est quasiment sur toute la chaîne de facto, c'est-à-dire qu'on va créer de la donnée primaire, donc de la donnée primaire sur l'immeuble, puisque il faut, pour évaluer la qualité d'un immeuble, il faut se poser la question de savoir quelles sont les caractéristiques de l'immeuble finalement qui vont avoir un impact, qui vont être des facteurs de valeur pour les occupants, les propriétaires, l'écosystème de manière générale. Et on va être également créateur de données primaires au niveau des préférences du marché. Puisque en fait, une fois qu'on a collecté l'information sur un immeuble, il faut agréger tout ça. Et il faut savoir dans quelle mesure ces différentes bouts d'informations, ces différentes caractéristiques des immeubles, de quelle manière en fait elles vont impacter le jugement de valeur du marché sur ces immeubles. Donc on va collecter aussi beaucoup d'informations sur les préférences de l'ensemble des professionnels du marché, à commencer par les investisseurs et les locataires. Donc nous, on est vraiment dans une logique où on se pose la question des finalités finalement décisionnelles de l'information, et on remonte après à la question de savoir quelle information il faut collecter pour pouvoir supporter ces décisions. D'accord. Et tu arrives à trouver la donnée dont tu as besoin? On arrive à trouver, bien entendu, de plus en plus d'informations. Sur les immeubles, l'information est encore assez parcellaire, pas toujours à jour, et puis souvent non structurée. La façon qu'on a de vivre en fait avec cette situation-là, c'est d'utiliser, on va en reparler peut-être tout à l'heure de manière plus détaillée, mais c'est d'utiliser tous les algorithmes de machine learning, et notamment tous les algorithmes d'inférence qui permettent quelque part de boucher les trous en utilisant la connaissance qu'on a des immeubles sur lesquels on a une information complète. Alors on va y revenir peut-être, mais Rui, tu nous as interpellé avec 85% des données collectées non utilisées. Non utilisées. J'aimerais bien voir la réaction des autres participants à ça. Peut-être, oui, Benjamin. Oui, alors on parle beaucoup de carbone depuis ce matin, donc on est dans un secteur qui est fortement impacté, et le numérique n'est pas épargné, on va dire, sur cette thématique-là. Je prenais le chiffre, puisqu'il faut aussi ramener les chiffres du numérique. On parle de 2% des émissions à effet de serre en France par le numérique. Alors quand vous parlez numérique, il n'y a pas que la data immobilière, évidemment. Donc nous, en tant qu'acteurs du numérique du secteur de la PropTech, évidemment, on est concernés. Mais ça veut dire aussi que dans les pratiques métiers, et là je reviens au métier, finalement, de se poser les questions de pourquoi je demande la data, qu'est-ce que je veux en faire. Et finalement, je vais vous prendre un exemple concret, parce qu'on parle beaucoup de machine learning, mais des choses toutes simples sur lesquelles on a été amené à travailler, qui sont les indicateurs, les alertes, tout ce qui permet de se dire dans cette masse de données, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir là où il y a des dérives, là où je vais pouvoir actionner un comportement, un process, métier particulier. Et quand on a voulu faire ces indicateurs, en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui nous demandaient des choses plus ou moins farfelues, et avec des listes de milliers d'indicateurs. Et si aujourd'hui je m'étais concentré à ne faire que produire ces indicateurs, je pense qu'on aurait multiplié par 100 l'impact carbone d'émissions du traitement de ces données-là. Donc il y a vraiment une question à se poser aussi. Quand on disait utile et utilisé, c'est aussi dans la dimension bas carbone qu'on cherche tous à atteindre aujourd'hui, c'est de se dire un indicateur, il y a des questions simples à se poser, c'est à quoi il sert, à quelle fréquence, pour qui, pour quelle population, de quelles données j'ai besoin, est-ce qu'elle est vraiment disponible, est-ce qu'elle est de qualité, et finalement est-ce que je suis capable à la fin, et c'est finalement la dernière question que je vais me poser, de produire l'algorithme qui me donne le résultat que je veux attendre. Et là, je pense qu'on a
En tant qu'éditeur, nous, une vraie action de réfléchir aussi les architectures de nos produits. Inten, c'est une plateforme qui mutualise tous ces connecteurs à l'échelle d'un parc immobilier. Vous imaginez des gens comme CDC Habitat ou Postimo qui aujourd'hui font appel à nous. On va mutualiser tous les raccordements de milliers de fournisseurs qui interviennent sur leur parc. Donc évidemment, la question de ne pas faire du spécifique, c'est aussi rentrer dans une démarche de sobriété. J'ai aucune idée, et je vous le dis en toute franchise, de l'empreinte carbone de fonctionnement de notre plateforme aujourd'hui. Par contre, je peux vous dire une chose en tant que dirigeant, c'est une préoccupation majeure des prochaines semaines de notre entreprise, que de mesurer au-delà des déplacements qu'on fait en train ou en avion ou autre au sein de l'entreprise et que l'on doit diminuer, finalement d'être capable de produire quelle est l'empreinte carbone émise par l'utilisation de nos produits et nos solutions. Voilà. Donc, alors oui, j'aimerais bien la réaction de Philippe aussi sur cette affaire de sobriété de données. Est-ce que ça a commencé Préalablement, peut-être je voulais faire deux remarques par rapport à tout ce qui a été dit. En effet, pour un acteur immobilier comme Covivio, propriétaire, investisseur, on ne va pas s'amuser pour faire de la donnée pour la donnée. Évidemment, nous, on va, en lien avec les startups avec lesquelles on travaille, en lien avec les DSI en interne, et notamment l'équipe Smart Building que je citais tout à l'heure, on va véritablement regarder qu'est-ce qu'on a en magasin et concrètement à quoi ça peut servir pour nos clients, nos locataires, et pour l'entreprise Covivio pour améliorer la gestion de nos immeubles. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est une remarque financière, économique, c'est que ces sujets de smart building sont évidemment très importants. On se doute bien et on sait qu'ils sont créateurs de valeur immédiatement ou à moyen terme. Pour autant, le coût de la data ne doit pas surenchérir le coût de fonctionnement au global des immeubles, ni pour le propriétaire, ni pour les locataires. Parce qu'au bout d'un moment, les locataires, quand on accumule différentes couches, en termes de charges non récupérables, eh bien, le locataire nous dira ton immeuble est super, mais tout ce que tu me proposes, je n'en ai pas forcément immédiatement besoin. Et donc, ça pourrait être un élément commercial défavorable pour la location de cet immeuble. Donc c'est vraiment un point très important. On peut s'amuser avec de la data, on sait qu'elle peut drainer tout un tas d'informations pour se faire plaisir, mais on n'est pas là pour se faire plaisir. Et justement, cette notion, enfin là on peut rebondir sur les uns et les autres, cette notion de coût de la... Enfin, je vous laisse réagir peut-être d'abord. Et puis oui, j'aurais une vision un peu différente parce que nous, on n'intervient pas dans la partie smart building, donc on n'est pas sur la couche, je dirais, technique dessus. Et ces 85% de données collectées qui ne seraient pas utilisées, nous, on a une vue un peu différente parce qu'on travaille plus au niveau financier, donc tout ce qui est asset management, property et fonds. Nous, on a mis en place une plateforme dans laquelle on a standardisé au maximum pour tout le monde le même état locatif, les mêmes KPI, etc., etc. Et on vous voit plutôt des demandes de clients qui veulent du spécifique à chaque fois. Et quand on veut imposer un standard, on a cette demande inverse. Donc je ne partagerai pas forcément la même position que vous, mais je n'interviens pas au même niveau dessus. Et on essaye d'évangéliser en disant un état locatif, normalement, tous les clients devraient demander le même et les mêmes KPI. Et à chaque fois, on a des demandes de KPI différentes. Donc collecter la donnée est importante, la rendre lisible est importante, avoir des choses simples, plutôt des choses qui aident la décision plutôt que de la donnée. Donc le travail de la donnée est important. Voilà, je voulais apporter une vision un peu différente de cette partie technique et je laisse alors la parole. On va laisser Rui réagir. Non, mais on peut élargir le débat au niveau, vous parliez des demandes de chacun qui sont spécifiques. Si on prend alors c'est pas forcément ta question initiale, mais juste pour répondre à ce point-là, nous on le regarde, si on regarde d'un point de vue européen, justement, je vous disais tout à l'heure, on collecte de la donnée au niveau européen. Alors évidemment, si je commence à rentrer dans les détails, là on est parti pour 2 heures sur les spécificités entre les pays et qui sont tous justifiés. C'est très culturel le logement. Alors c'est à la fois réglementaire, historique, culturel. Bon, c'est vraiment pas du tout les mêmes rapports au logement d'un pays à l'autre. Il n'empêche que ça reste quand même des habitations, enfin, des logements, des bureaux, voilà, donc c'est un peu toujours la même chose. Moi, mon approche data vue du côté conseil, en fait, sur la donnée,
j'ai une approche par pelure d'oignon, je dirais, d'une certaine manière, même si c'est un oignon juste à 3 couches pour commencer. Je regarde le bien lui-même. Vous parliez de données primaires, c'est l'objet, l'immeuble en fait, hein, le lieu, sa description. Avec ça, on peut faire pas mal de choses avec ces données-là. On peut optimiser, on peut projeter des choses dans l'avenir. Voilà, tout ce qui concerne vraiment le bien lui-même. Alors, on ne parlera pas de BIM ici, etc. Mais enfin, vous voyez, on peut commencer à avoir de la donnée qu'on numérise et qu'on peut exploiter dans la durée. La deuxième pelure, c'est en gros l'écosystème. On peut parler de Smart City, mais aussi simplement l'écosystème, c'est aussi les fournisseurs, c'est ce qu'on fait autour de ce bien, c'est ce qu'il y a autour du logement qui permet de le valoriser sur la durée, de perdre de la valeur, etc. Donc on peut aussi amener il y a de la donnée nécessaire là-dessus pour pouvoir valoriser le bien ou pouvoir voir comment il va se projeter dans l'avenir. Et puis la dernière couche, pour moi c'est la plus prometteuse en termes de valeur, mais c'est aussi la plus complexe, c'est l'usage. Donc là, on parle dans l'usage, je suis plus large que simplement l'habitant. Hein. Là, on parle effectivement d'énergie, on parle de habitude, de qui peut, des services à valeur ajoutée qu'on peut rajouter à un certain nombre de personnes. Si on ne va pas sur cette couche-là au niveau immobilier, on va se faire piquer par les GAFA, notamment par d'autres acteurs qui vont avoir de la donnée non pas autour du cadre du logement, on va dire, hein, du bien, mais simplement parce qu'ils ont accès à la personne elle-même, en fait, hein, par son compte, etc. Donc voilà, moi je vais regarder sur les 3 couches, et chaque couche, évidemment, on se poser la question, si on veut être un peu sobre, de ne pas tout prendre pour n'importe quoi. Donc il faut d'abord penser à l'usage, à mon avis, avant d'aller sur le sujet. Et du coup, pour aller vers l'usage, nous, on n'a pas le parti pris de se dire il faut normer. Alors je ne suis pas à la prétention d'être un institut, etc., mais on prêche aussi... J'ai été à bonne école, hein, Laurent, Eric, Alain m'ont beaucoup sensibilisé là-dessus, et on l'était déjà en tant qu'informaticien, un peu sensibilisé. Il faut quand même pousser le plus possible à un usage un peu standard. Alors il y a des spécificités dans la liste de valeurs, tout ce que vous voulez, mais un peu standard du bien. Si on n'y parvient pas tous, là je pense que la sobriété, on peut s'asseoir dessus, et puis de toute façon c'est du temps qui ne servira à rien. On va essayer d'exploiter de la donnée qui n'est pas exploitable en tant que telle, surtout si on veut faire de la stat. Voilà. Et alors cette dimension... J'ai peut-être un petit élément à rajouter juste sur la partie coût de la donnée. Donc nous, effectivement, en tant que aussi collecteur d'informations primaires, on est très soucieux de la sobriété. De la sobriété des modèles et de la sobriété des données qu'on va collecter, enfin de la sobriété des données qu'on va collecter, et on se pose donc toujours la question à savoir est-ce que cette donnée elle est véritablement utile, est-ce qu'elle est vraiment un facteur finalement qui va affecter la perception de valeur du marché en fait par rapport à un immeuble. Donc ça c'est du côté immeuble, et du côté j'ai parlé tout à l'heure des préférences. Là aussi, on aimerait poser tout un tas de questions à énormément de gens. Et le problème, c'est que le temps d'attention aujourd'hui, le temps de cerveau disponible, on va dire, je parle l'air cynique, mais c'est un peu ça, est quand même extrêmement limité. Et il est encore plus limité du fait du travail à distance. Puisque aujourd'hui, les gens passent énormément de temps en visioconférence, etc. Donc, ils n'ont pas envie, en plus, de passer du temps à répondre à des questionnaires. Donc tout ça, oui, effectivement, il faut vraiment penser à la sobriété de l'information qui est collectée. Peut-être un dernier point, je lance une idée comme ça. Il y a aussi un élément, il ne faut pas penser qu'au coût et à l'utilisation de la donnée. Il faut penser aussi parfois à des transactions dans le domaine de l'économie de la donnée, c'est-à-dire qu'on va collecter de l'information et on va rendre de l'information. Il n'y a pas forcément besoin de payer à chaque fois pour avoir la donnée. Il suffit de vous poser des questions à des gens, puis vous leur donnez accès à de l'information après qui sera une contrepartie pour le temps qu'ils vous auront consacré. D'accord. Alors là, on va assez loin dans justement cet équilibre, le business model de la donnée, si on veut. Mais j'aimerais bien revenir effectivement sur ce que vous disiez tous tout à l'heure sur le coût de la donnée et le coût financier ou extra-financier type consommation carbone de la donnée. Donc j'ai l'impression que vous, en tant que prestataire de l'industrie, vous l'avez déjà pris en compte, mais comment vous voyez vos clients déjà? Est-ce que vos clients sont déjà sensibles, hein, le client, c'est-à-dire l'asset manager, le fund manager, est-ce que vous avez déjà des clients en face de vous qui sont très sensibilisés à ces domaines-là? Et on finira peut-être cette fois-ci par Philippe, qui représente un peu ce monde-là. Moi, je vais répondre très vite. C'est simplement sur les projets d'accompagnement qu'on fait. On a de plus en plus des demandes, ne serait-ce que parce qu'il y a du besoin réglementaire, qui va de plus en plus devenir prégnant et qui est demandé en cas de SG, etc., pour pouvoir donner de l'information globale sur ce qu'on fait. Et la donnée, c'est une donnée, l'usage de la donnée elle-même, c'est aussi un coût.
Et donc ça va forcément venir. Je rebondis sur ce que vous disiez. Alors pareil, la sobriété, ça va toucher tout le monde de toute façon, hein, qu'on le veuille ou pas, il va falloir qu'on s'y mette. Mais au-delà de ça, ne serait-ce que dans les conseils qu'on donne quand on fait des schémas directeurs, hein, numériques ou informatiques pour nos clients, un des premiers critères qu'on commence à prendre en compte, avant on se contentait de savoir quel est le besoin en termes de spécificité, de connectivité entre les différents outils qui vont être choisis, l'ordre dans lequel on va le mettre en place. Là, il y a un premier sujet qui vient tout de suite, c'est déjà la sobriété. C'est OK, on va mettre ça en place, mais quel impact organisationnel chez vous ça va avoir de façon à faire réduire vos consommations, vos usages, voilà. Donc on est déjà, au-delà de la dématérialisation, etc., on raisonne déjà RSE, si je puis dire, en disant on va commencer à déjà voir qu'est-ce que vous pouvez économiser sur la mise en œuvre, et pas simplement sur l'usage final spécifique, utile de quelque chose en particulier, d'une application ou d'une connectivité entre applications. Voilà. Donc ça rentre déjà dans nos critères de mise en œuvre de la mission. D'accord. Et alors, côté client, justement, alors on continue. Oui, alors il n'y a pas un projet client sans parler de ROI. On est évidemment dans un sujet qui nécessite d'investir, alors certes pour l'acquisition parfois de solutions numériques comme la nôtre, mais aussi qui nécessite du temps à passer pour l'organisation qui va mettre en œuvre ce projet-là. Et donc ce qui va être important, on a dit, de rendre utile et utilisé, c'est de répondre finalement à des besoins qui vont apporter de l'efficacité opérationnelle, apporter de la valeur ajoutée dans son métier futur, parce qu'on a une valeur qui est en train de se déplacer. Et nous, si je regarde aujourd'hui l'amplitude d'utilisation des data que l'on peut avoir dans les cas d'usage chez nos clients, on va être une utilisation quotidienne faite par des gens totalement non experts mais qui ont une très forte valeur ajoutée dans l'utilisation de ces données. Et je vais vous présenter l'exemple qu'on a beaucoup valorisé au congrès HLM la semaine dernière, qui était le téléopérateur qui reçoit des appels de locataires et qui a juste besoin de répondre sur ce qui se passe dans le bâtiment et pouvoir actionner éventuellement une demande d'intervention sans avoir à passer 40 coups de fil et de le faire un peu comme vous le faites sur Amazon. Ben ça aujourd'hui c'est rendu possible à grande échelle sur des grands écosystèmes de fournisseurs, mais c'est aussi accompagner des gens qui vont être des populations expertes, donc sur des dimensions énergétiques, sur des dimensions de pilotage de la performance des contrats ou de pilotage des investissements. Globalement, les ROI se font nous sur 3 dimensions. On a un ROI qui va être sur cette relation à l'utilisateur. On a vu ce matin un utilisateur de la SNCF, la sensibilité qu'il pouvait avoir justement sur cette gestion de la data dans son process industriel. Mais on a aussi la relation à l'efficacité opérationnelle de tous les services qui vont déployer la maintenance, l'entretien, la conformité réglementaire, enfin tous ces sujets-là. On sait, on a encore beaucoup de progrès à faire dans l'industrialisation de ces services avec les partenaires qui interviennent déjà sur ces immeubles, qui investissent beaucoup sur le numérique. Et évidemment, le troisième levier, c'est le levier bas carbone des investissements. Comment voulez-vous arbitrer demain des stratégies bas carbone si on ne maîtrise pas les usages qui sont faits dans les bâtiments? Enfin, nous, ça nous semble complètement... Et là, on ne parle pas d'IoT, on ne parle pas de capteurs, on dit de connecter les données qui existent déjà. Donc de récupérer ces informations, d'éviter de les recopier partout, ça ne sert à rien de les recopier partout, mais de les rendre accessibles et donc faire en sorte que ce soit simple pour des populations qui sont plus ou moins expertes dans leur métier. Et on a vu l'asset manager n'est pas une population experte non plus de l'exploitation immobilière, là où le PM est à contrario un expert de la gestion du quotidien de ces immeubles. Voilà. Et entre ces 3 indicateurs un peu clés, est-ce qu'il y en a un qui a une pondération plus importante que les autres, hein? En ce moment, c'est plutôt les volumes financiers qui drivent. Et c'est d'ailleurs un problème, parce que évidemment que les CAPEX, c'est là où on a beaucoup de flux financiers qui sont drainés. On l'a vu ce matin sur la PropTech européenne, les investissements sur la part de la construction. On parle toujours de la partie construction. On oublie que le bâtiment, c'est 80% de son coût sur l'exploitation, mais c'est là où les flux financiers sont mis, c'est dans la rénovation et la construction. Et en fait, du coup, on a ce sujet-là qui est une vraie préoccupation, alors qu'en fait, on peut déjà mettre des stratégies à moindre coût, et je pense qu'il ne faut effectivement pas alourdir les charges. Par contre, il faut acheter différemment, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir dans les coûts qui existent, comment je suis capable de moduler différemment mes achats pour créer de l'efficacité, et donc que tout le monde s'y retrouve, parce qu'à un moment, chaque acteur dans la chaîne doit pouvoir y retrouver. On est en train de le constater, nous, sur plusieurs secteurs. La ville se pose les mêmes questions aujourd'hui, la ville qui a un positionnement aussi d'asset manager vis-à-vis de l'ensemble des actifs qu'elle a sur son territoire, de bâtiments, d'infrastructures, donc voilà, enfin, ça pourrait être un... Oui, pour compléter ce que tu disais sur ce sujet, c'est vrai qu'il y a aussi un autre chiffre qu'on n'a pas parlé, c'est le nombre d'intervenants différents ou de métiers différents autour de l'immobilier. Nous, on l'a identifié à 80.
Il y a 80 personnes différentes qui peuvent intervenir à un moment donné pour avoir une donnée sur une information. Et l'idée d'avoir une plateforme à un moment donné collaborative qui permet d'échanger et de partager cette information est vraiment un plus. Et donc nous, on est sur l'efficacité plutôt des 2 premiers aspects que le troisième. Il y a une vraie recherche d'efficacité opérationnelle, de transfert d'informations, et pas transfert d'informations, mais d'accéder à l'information différemment, mais au même endroit, pour ne pas retravailler cette information. Et puis puisque à chaque fois qu'on la retravaille, il y a une partie qui disparaît. Donc on est vraiment sur une recherche d'efficacité opérationnelle, de pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les décisions sont plus en regardant les CAPEX et les OPEX que les autres sujets, mais l'apporter en complément d'information aujourd'hui est quelque chose d'essentiel. Voilà. D'accord. Et peut-être Philippe pour compléter cette vision justement. Si la question initiale, c'était qu'est-ce que ça apporte, pour nous, très clairement, on regarde les sets de data, les sujets de data, uniquement, ou quasiment uniquement en termes de création de valeur supplémentaire sur tout un tas de sujets. Supplément de valeur à destination de nos clients locataires, supplément de valeur en termes d'ESG, sur les sujets notamment développement durable, parce que la data fournit des renseignements, des données que nous n'avions pas par le passé sur les consommations énergétiques des bâtiments. Donc certes, d'un côté, il y a quelque part un bilan carbone de la data qui peut être plus ou moins bon, mais de l'autre côté, évidemment, ce supplément de valeur, c'est le fait de nous délivrer une information nouvelle sur la vie de nos bâtiments que nous n'avions pas par le passé. Donc nous, encore une fois, notre prisme et l'angle par lequel on regarde ces sujets data, c'est le supplément de valeur que ça procure sur tout un tas de prismes. Encore une fois, connaissance du bâtiment, quelque part efficience commerciale pour louer nos bâtiments et fidéliser nos clients, et bien sûr données environnementales. D'accord. Alors on a un peu parlé de cette sobriété de la donnée et du volume de données qu'on avait à traiter. À l'inverse, donc si on repart de la connaissance et on se dit il faut telle et telle information et telle donnée pour arriver à cette connaissance-là, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la donnée? Qui part? De toute façon, il faudra tous y passer à un moment donné ou à un autre. Talman, vous voulez commencer? Alors c'est une bonne question. Alors déjà la donnée, moi je rejoins ce que disait monsieur tout à l'heure, on ne va pas interroger les gens à longueur de temps pour avoir de l'info. Donc il y a de la donnée qu'on peut avoir par interaction avec d'autres bases de données ou enfin, d'autres sources d'informations. Donc si on se donne la peine de corréler les données entre elles, on n'a pas besoin d'aller solliciter ou aller chercher des canaux complémentaires. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de sirène ou de sirette. Ouais. Si tu veux, avec ces informations-là, on peut avoir de l'information sur l'occupant. Peu ou moins utilisable, pour peu qu'on sache qu'on veut en faire, là encore, l'usage qu'on veut en faire. Mais on peut avoir de l'information sur l'état du locataire. Le monde du logement social, je vais dire un petit mot là-dessus, parce qu'ils ils ont beaucoup avancé, je pense, et ils ont des éléments réglementaires qui les aident, c'est qu'ils sont obligés de demander régulièrement à leurs occupants non seulement des enquêtes de satisfaction, mais des informations concrètes sur leur niveau de vie, la composition familiale, s'ils travaillent, ils ne travaillent pas, etc. Et avec ces informations-là, pour peu qu'on respecte quand même le RGPD, qu'on fasse un peu attention à ça, c'est-à-dire que ça ne va pas être nominatif, mais enfin, statistiquement parlant, on peut faire beaucoup de choses. Ils ont déjà compris qu'on pouvait amener de la valeur. On pourrait proposer des services aux occupants. On pourrait effectivement déjà les aider à rester, anticiper sur des problèmes de paiement, de recouvrement, prévoir des services complémentaires par rapport à une typologie de population, influer sur les territoires pour pouvoir amener du transport, des usages à proximité, des commerces, etc., pour continuer à garder la valeur du bien dont ils disposent. Donc ils ont déjà cette façon d'aller chercher la donnée sans forcément besoin de poser des questions systématiques, etc. Ils exploitent déjà des bases de données qui sont disponibles. Le scrapping sur Internet, ça aide aussi à faire des choses. Après, il faut rester dans le cadre légal, première chose. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas besoin, si on a un peu de gymnastique intellectuelle, on peut compléter la donnée qui manque. On peut même statistiquement, c'est un point qu'on avait évoqué un peu en amont, statistiquement dire est-ce que la donnée, on a besoin de la valeur exacte, d'ailleurs qu'il y a une durée de vie courte, parce que ça peut changer, les valorisations, ça change dans le temps, mais est-ce qu'on veut la donnée exacte ou est-ce qu'on veut une donnée suffisante, nécessaire et suffisante pour se faire une idée de ce qu'on va faire sur le bien, pour décider. Donc une moyenne de coûts de marché, un certain nombre d'informations qu'on peut collecter de façon très simple sur des éléments, des sources, des open source, pour pouvoir se faire son idée. Ça aussi, c'est le sujet.
plutôt que de se dire je scrape tout ce que je peux, je mets de l'IoT partout, je prends des tonnes de données, puis après je me retrouve avec une espèce de magma de spaghetti, je ne sais pas trop quoi en faire. Voilà. Il faut d'abord penser à l'usage, et une fois qu'on a l'usage, si on réfléchit un peu, on peut sûrement aller chercher de la donnée même quand on ne l'a pas. D'accord, donc toi tu dis entre les données publiques aujourd'hui qui sont de plus en plus nombreuses, hein, Je ne dis pas les exploiter bien, mais elles existent. Elles existent, et puis éventuellement des proxys qu'on peut faire à droite à gauche, on arrive Exactement. à reconstruire à peu près tout ce qu'on veut. Et en plus, on est dans cette logique un peu vertueuse de l'économie. Enfin, je veux dire, c'est pas, on va pas chercher la donnée à la source par la corrélation, on va pas la recopier avec les risques d'erreur, etc. Et en plus, on va la chercher à la source quand on en a besoin. Donc là, on est bien d'accord, on parle des données qui sont utiles, hein, tu l'as précisé, oui. Laurent. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on l'a pas Nous, par définition, l'immobilier sur les données utiles est une classe active dans laquelle l'information est relativement rare. Il y a quelques exceptions, bien entendu, les consommations, etc., par rapport à d'autres domaines. Donc, je vais distinguer deux aspects, l'aspect immeuble, l'aspect marché. Donc sur l'aspect immeuble, quand on n'a pas l'information, tu en as parlé, l'idée c'est d'utiliser des algorithmes. Donc il y a des algorithmes qui permettent de faire de l'inférence. C'est les algorithmes de type machine learning, tels que les plus proches voisins, etc. Donc c'est une petite machine, une petite main en fait automatique qui va regarder en fait les actifs qui sont les plus similaires à l'actif sur lequel vous cherchez à compléter l'information et qui vont constater que tiens, sur cette caractéristique-là, avec une probabilité de 85-90%, ça devrait être ça. Et donc voilà, on a complété l'information. Après, il y a d'autres approches qui sont des approches où on établit des corrélations entre, par exemple, ce qu'on appelle les métadonnées. Donc, ce sont des macro-données, en fait, par exemple, sur les immeubles. On va regarder la typologie de l'actif, on va regarder sa date de construction, date de dernière rénovation. Et puis, on va faire des relations entre ces métadonnées et les caractéristiques détaillées qu'on recherche, en fait, sur les immeubles. Et là, pareil, on fait de l'inférence statistique. Et puis, donc ça c'était pour la partie immeuble. Et puis sur la partie transaction, là, il est très clair que l'immobilier, c'est le parent pauvre de la donnée. Parce que quand vous êtes sur le marché equity, vous avez des prix à la nanoseconde. En immobilier, on a un prix tous les 3 ans, à peu près, sur un actif. Et donc là, il faut boucher les trous. Donc c'est ce que font un peu aussi les experts, hein, quelque part. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent justement d'outiller le travail de l'expert et qui permettent de modéliser en fait les prix en fonction d'un certain nombre de caractéristiques qui sont relatives à la qualité de l'immeuble ou à des facteurs dits de non-qualité, c'est-à-dire des facteurs liés aux conditions de marché, liés à la date, si vous voulez, de la valorisation par rapport aux dates de transaction, etc. Donc tout ça qui permet, en fait, une fois qu'on a un modèle de prix, donc un modèle de pricing, connaissant les caractéristiques, si vous voulez, de qualité et les caractéristiques de marché d'un immeuble, d'en déduire de manière quasiment automatisée et relativement fiable quel serait son prix aujourd'hui. Alors justement, ces modèles un peu de valorisation, AVM, hein, tu penses que maintenant on est alors ça marchait à peu près bien en logement, oui. Mais même en immobilier commercial, donc sur des unités plus grosses, hein, ça marche? Alors, nous, en fait, on pratique pas, on n'est pas, le processus que j'ai décrit à l'instant n'est pas exactement une AVM. L'AVM, c'est un processus dans lequel toutes les opérations vont être intégralement automatisées. Nous, on a un système en fait qu'on a co-développé avec des experts qui sont pas très loin d'ici. Qui consiste à justement ménager, si vous voulez, dans le processus de valorisation, donc qui commence par la caractérisation de la qualité d'un actif et qui se poursuit ensuite entre le lien entre cette qualité et la valeur, tout un tas de trous d'hommes. C'est-à-dire que l'expert à tout moment peut intervenir dans le processus pour modifier l'évaluation de la qualité. Et il va également intervenir au moment de la sélection des comparables et au moment de leur analyse. Et il a tout un tas de degrés de liberté qui lui permettent de faire des ajustements. Donc là, on va dire que c'est un système qui va exploiter au mieux la complémentarité homme-machine et non pas exclure l'homme complètement comme dans le cas des AVM, où on entre quelque chose et puis après on a quelque chose en sortie, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre deux.
C'est un mélange d'intelligence humaine, intelligence artificielle combinée. C'est ça. On continue sur cette comment on bouche les trous quand on n'en a pas des données. Oui, alors moi je dirais c'est d'abord un sujet en fait de comment je gère un projet finalement de gestion de données en fait dans mon organisation. Parce que boucher les trous, finalement, c'est pourquoi je le fais. Donc avec quelle destination, encore pour une fois, pour quel usage. Et donc, ce que l'on peut constater dans tous les projets que l'on mène aujourd'hui sur le marché pour déployer cette plateforme, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, la première question à se poser sur cette data, c'est déjà est-ce qu'elle répond à un irritant, à une question d'un utilisateur qui cherche à résoudre un problème. Encore une fois, il ne faut jamais l'oublier parce qu'avoir du big data pour rien en faire, il n'y a rien de pire. Et ensuite, c'est comment je m'organise pour pouvoir répondre à cet irritant, donc où j'ai cette data qui n'est pas existante. Finalement, comment j'organise mon entreprise pour qu'elle soit en capacité d'interagir avec l'écosystème qui sera en capacité de m'apporter cette donnée. Et là, on va toucher à un domaine qui pour moi est clé, mais vraiment clé. Enfin, il y en a deux particuliers. C'est d'une part la gouvernance de la donnée. Donc là, on parle de quelles relations je vais pouvoir tisser avec les différentes parties prenantes qui sont autour de mon écosystème d'entreprise et qui vont intervenir soit sur mes actifs, soit dans une dimension financière pour pouvoir échanger de l'information et accéder à cette information. Et là, il y a un vrai dispositif aujourd'hui à mettre en œuvre dans tous vos achats systématiques pour quelque part réguler ces échanges d'informations, pour les décrire, pour les sécuriser, pour expliquer comment finalement vous attendez de l'information de vos parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées, encore une fois, parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs domaines. Et il y a un autre enjeu qui est clé et très important, c'est la gouvernance au sein de l'entreprise. On voit trop d'entreprises aujourd'hui véhiculer ces projets data par des petites cellules d'innovation qui, dans leur coin, ne partagent pas forcément leurs projets en transverse, alors que ce sont des projets qui vont transformer les métiers. Pourquoi la data, elle touche autant finalement la conscience de notre économie? On l'a vu ce matin, parce qu'il y a des économies qui ont disparu dans d'autres industries parce qu'elles n'ont pas pris ce virage-là. Aujourd'hui, donc faire de la data, c'est bien impliquer l'ensemble de sa gouvernance, de la direction générale en passant par les directions financières, juridiques, parce qu'il y a du réglementaire, bien sûr les directions numériques et informatiques, mais aussi tous les métiers qui, à leur niveau, vont devoir s'approprier quelque part quel usage ils feront demain de la data. Donc ce sujet-là, on le met nous dans un objet gouvernance, gouvernance de l'organisation en tant qu'entreprise plateforme vis-à-vis de son écosystème, et puis gouvernance au travers des parties prenantes. Alors ça vous fait un nombre d'interlocuteurs en face qui est assez colossal, non? Oui, et ça crée des nouveaux métiers aussi dans les entreprises. Je pense que ça, c'est... Alors nous, on l'a appelé, pour simplifier, le monsieur-madame plateforme. Voilà, alors pour essayer de vulgariser au maximum, mais vous avez toute une génération là, de gens qui sont très bien formés en France sur des compétences numériques, mais pas seulement, et qui ont cette capacité d'être numérique et métier, et qui viennent accompagner justement l'appropriation par les métiers de ces nouvelles technologies. Et c'est vraiment un dispositif clé sur lequel l'organisation doit être aussi en capacité de communiquer. Vous voyez, si vous suivez un peu nos actualités, on met beaucoup en avant nos clients, et ce n'est pas que pour faire parler d'Intent, évidemment on est très heureux de cela, mais c'est aussi parce que c'est leur projet, et que leur projet ne marchera que s'ils communiquent vis-à-vis de leurs parties prenantes. Il y a un très bon livre là-dessus, qui explique bien ces phénomènes-là, qui s'appelle Platform Revolution, qui est un livre qui explique tout ce phénomène, la plateformisation de nos entreprises, qui viennent que notre valeur est plus dans la possession de notre savoir-faire et des données, où on a cru que c'était avoir la propriété des données qui nous donnerait la richesse demain, mais plutôt la richesse de ce qu'on est capable de faire avec son écosystème. Et je pense que c'est vraiment là où on est dans un bouleversement voilà, de la valorisation de ces datas. C'est que finalement, il faut en faire un actif qui circule et dans lequel on a des écosystèmes où on est capable ensemble de créer des valeurs ajoutées. Merci. Merci. En complément de ce qui a été dit précédemment, c'est que sur une plateforme, des fois, il y a différents intervenants avec différentes datas, souvent avec des besoins et des utilisations qui la donnée essentielle, c'est pas forcément la même suivant la personne qu'on va retrouver en face. Et pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait si la donnée manque, le point, je pense, qui a été dit juste précédemment, c'est qu'il faut savoir où la donnée devrait être. Qui en est responsable? Il y a un point dans la gouvernance, c'est qui a la responsabilité de la data à un moment donné. Donc si on se connecte à différents outils ou on utilise des outils pour gérer à un moment donné qu'il y a une donnée qui manque, la première question c'est qui normalement devrait avoir cette donnée,
et mettre en place une gouvernance pour vous dire si c'est cette personne qui l'a donnée, il se doit en tout cas de la communiquer ou de la mettre à jour au bon endroit. Après, la deuxième, si elle n'existe réellement pas, il faut en effet, ce qui est dit tout à l'heure, c'est aller la chercher sur le marché, parce qu'il y a quand même pas un endroit où on peut trouver des informations manquantes. Et le dernier sujet, ou dernière possibilité, qui est celle qu'on a un peu moins, c'est de développer parfois des algorithmes qui recalculent la donnée, parce que dans certains cas, elle est vraiment manquante, et comme on veut rester dans une uniformité de la gestion, il y a un petit algorithme qui va la travailler et la remettre. C'est pas forcément celle qu'on met en avant. On préfère plutôt le premier qui est la gouvernance, de bien savoir qui pilote quoi, surtout quand on découpe le marché entre différents intervenants qui ont des objectifs et des finalités un peu différentes. Quand on les met tous autour d'une table sur le sujet, c'est aussi un point très important. J'apporte un point de vue complémentaire et vraiment d'opérateur immobilier par rapport notamment au point et la question que vous posiez sur qu'est-ce qui se passe si la donnée manque. En fait, on s'aperçoit quoi ? Dans les immeubles récents, voire très récents, on s'aperçoit que c'est une mine d'informations en termes de données, en termes de data. Aujourd'hui, énormément de choses sont, j'allais dire, par nature et vraiment par défaut connectées et donc quelque part génèrent de la donnée. Les ascenseurs génèrent de la donnée. Les systèmes de GTB, de gestion technique des bâtiments, génèrent de la donnée. Les opérateurs de services, de restauration qui travaillent dans nos immeubles, qui apportent du service à nos clients, apportent également, ne serait-ce que par leurs API d'application, sont capables de générer de la donnée. Donc on a énormément de données. Encore faut-il, encore une fois, on en revient toujours au même sujet, savoir qu'est-ce qu'on fait de cette donnée, à quoi est-ce qu'elle peut servir, comment est-ce qu'on peut, à l'image un peu d'une raffinerie, eh bien la craquer de manière à en faire demain de nouveaux usages. Donc moi je répondrai à la question qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de données. Oui, il se trouve qu'en effet il y a certains sujets sur lesquels on n'a pas de données qui peuvent être à ce moment-là complétés par la pose d'IoT, etc. On l'a fait et on le fait chez Covivio. Mais encore une fois, par nature, les bâtiments aujourd'hui sont extrêmement connectés et donc génèrent un flot de données bien plus suffisant, bien plus important que ce qu'on peut réellement en faire. Ensuite, deuxième point sur lequel je suis entièrement d'accord, c'est la gouvernance de la donnée. Tous nos sujets, en tout cas nous chez Covivio, qui concernent la donnée, y compris certains d'entre eux qui sont assez stratégiques. Je pense notamment à des sujets liés au BOSS, c'est le Building Operating System, c'est un peu l'iOS du bâtiment, qui consiste, si je vais essayer de schématiser les choses, correctement ranger les données sur les bonnes étagères, de manière à ce qu'ensuite elles aient un format commun qui puisse être lu et qui puisse être par la suite véritablement partagé et digéré. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui demandent de la ressource homme, qui demandent de la ressource financière, donc quelque part on ne fait pas ça dans son coin, on le partage au plus haut niveau, y compris sur les sujets de comités d'innovation que nous on a très régulièrement et qui regroupent d'un point de vue très transverse l'ensemble des directions opérationnelles de Covivio. Et justement, pour continuer sur cette thématique, on a vu donc des données, on les a ou on arrive à les avoir. Hein. Les outils, on a une série d'outils formidables déjà qui existent. Hein. On a les hommes, donc il y a plein de bonnes volontés de partout. J'aimerais bien que chacun d'entre vous partagiez les meilleures pratiques que vous ayez vues pour qu'un projet de transformation de la donnée en connaissance, si je puis reprendre la thème. Qu'est-ce qui fait qu'un projet comme ça est successful? On a parlé de la gouvernance, mais je pense qu'il y a d'autres éléments que peut-être... Oui, tu commences Deux exemples qui me viennent en tête, en fait. Plus ça tombe bien, il y a Ludovic qui est dans la salle, je vais parler de Covea Immobilier, donc voilà. Mais les deux sujets, c'est très simple, c'est à la base une idée. C'est-à-dire on ne part pas de la donnée parce qu'elle est disponible, comme vous dites, on peut l'acquérir. C'est l'idée et qui ensuite va s'appuyer sur la donnée pour l'utiliser, pour la rendre, pour la valoriser, pour en faire quelque chose. Donc l'exemple que j'ai cité, c'est tout simplement, on revient de pandémie, entre guillemets, on reprend place dans les espaces avec une certaine latitude d'usage. Et donc notre client nous dit, écoutez, moi j'aimerais bien mesurer sur un immeuble comment se comporte la population des collaborateurs que j'ai dans cet immeuble
pour voir comment ils utilisent l'espace après cette période. Il y a des règles qui sont écrites, etc. Enfin, il y a des négociations avec la RH et autres, mais comment ça se passe vraiment? Et là, ils se sont dit, OK, moi j'ai besoin de telle et telle donnée, donc ils ont utilisé certaines données d'ascenseurs, extinction à l'image de lampe, de capteurs de présence dans les différentes salles, et après ça, ils en ont tiré une information qu'ils n'avaient pas. Ils avaient cette envie de savoir. Là, ils ont été chercher la donnée nécessaire et suffisante pour ça, et ça a été utile. Parce qu'en gros, pour faire simple, ils ont vidé 2-3 étages en disant c'est des étages qui ne sont jamais utilisés, il y a 2 personnes le jeudi, 1 personne le lundi, et en revanche, ils se mettent tous, ils ont découvert des usages nouveaux, ils se mettent tous au même endroit parce qu'il y a une cafette pas loin, parce qu'ils se connaissent, parce que machin, et du coup, ils ont changé l'usage de l'immeuble avec ça. Donc, ça part d'une idée. Je veux avoir une info, un objectif, une idée, voilà. Donc ça c'est quelque chose de très simple. Je prends le deuxième exemple qui est à la BNP, dont on parlait tout à l'heure, d'une collecte de données internationales. Pourquoi faire en fait? C'est tout bête. Ils ont des clients, ces chers acteurs immobiliers assez connus, des clients au niveau européen. Leurs clients, si on leur dit, écoutez, moi j'ai une valeur ajoutée par rapport à mon concurrent, c'est que je vous donne un seul flux pour tous vos patrimoines au niveau européen, c'est quand même de la valeur. Parce qu'au lieu d'aller chercher lui-même de la data dans chacune des filiales et de se la faire envoyer, de faire lui-même le boulot de consolidation, il dit, j'ai un flux. Donc l'idée de départ, c'est de dire je peux rajouter de la valeur de service à mon client en lui disant je te donne un seul flux. Alors je caricature parce que c'est beaucoup plus qu'un seul flux. C'est de la donnée stockée à un endroit qui permet à l'utilisateur d'en faire quelque chose. Et voilà, l'idée de départ, c'est j'ai une idée, je vais amener du service, je vais générer peut-être du chiffre d'affaires, peu importe, mais en tout cas je vais le fidéliser, j'ai un avantage concurrentiel et je vais utiliser une plateforme qui fait ça. Et du coup, je vais mettre en place un outil qui collecte la donnée. Voilà. Mais ça part toujours d'une intention, alors là je vous rejoins sur le terme, ça part d'une intention, d'une volonté de faire quelque chose de la donnée. Et là c'est sobre, parce qu'on va prendre que la donnée qui nous est utile. On ne va pas se dire j'ai un amalgame de machin et je ne sais pas trop quoi en faire. Parce que c'est un peu le risque de la data. C'est de dire il y a plein de data, qu'est-ce que j'en fais? C'est sûr que ça vaut de l'argent, ça vaut de l'argent, il faut le garder. Oui, ok, une fois qu'on a dit ça, ça coûte surtout de l'argent. Donc pour que ça rapporte, il faut qu'on ait une idée autour de ça. Après, ça se transforme en quelque chose de concret, ou pas, d'exploitable ou pas exploitable, mais au moins on a l'idée d'en faire quelque chose. D'accord. Donc le succès, c'est si on est très clair dès le départ sur quel est l'objectif et à quoi ça va servir. Moi, je vais compléter, mais j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Je pense qu'un projet réussi de transformation ou de digitalisation, c'est certainement un projet qui a un mouvement de balancier. Du top down, du bottom vers le up et du top vers le down. Et il me semble que dans l'industrie immobilière, on est beaucoup dans le premier et assez peu dans le second. Alors je m'explique pour clarifier. Donc le bottom-up, grosso modo, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on produit des millions et des millions d'informations. Nous, on a collaboré par exemple avec Schneider Electric qui nous disait, nous on a un système qui s'appelle EcoStructure, je crois, et c'est un système qui permet de faire remonter tout un tas d'informations. Donc on peut savoir au 23e étage si la cafetière est allumée ou éteinte. Donc effectivement énormément d'informations et je pense que c'est toujours intéressant de se dire tiens elle est là, éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait en faire puisque de toute façon elle est là. Par contre il y a un travail qui à mon avis est assez peu fait dans l'industrie immobilière et plus particulièrement à mon avis dans l'industrie de l'asset management. C'est la démarche inverse, c'est-à-dire finalement la première question qu'on doit se poser, c'est quel est mon processus décisionnel et quelles sont les meilleures pratiques que je devrais mettre en place en tant qu'investisseur, en tant qu'asset manager, fund manager, pour maximiser la valeur, la création de valeur, avoir la meilleure allocation possible, prendre les meilleures décisions en termes par exemple de fund management. Et une fois que ce travail-là est fait, après c'est effectivement une fois que donc la finalité a été définie, la finalité métier a été clairement énoncé, qu'on peut redescendre aux données. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette finalité métier, pour avoir participé également pendant 15 ans à l'industrie de l'asset management, n'est pas forcément toujours très claire et pas mal de décisions restent encore prises de manière assez fluide. Et tant qu'elles sont fluides, ça ne sera pas forcément simple d'identifier la donnée qui permet de la supporter. Je crois que vous dites un peu la même chose d'une certaine manière. C'est la finalité d'abord. Alors, il faut trouver d'autres idées, là, mes amis. Non, alors, pour faire le lien avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il faut déployer rapidement.
En fait, ça paraît idiot de se dire je vais faire un projet IT rapidement, parce que dans le bâtiment, on était plutôt habitué à des projets tunnels qui duraient plusieurs mois, plusieurs années. Alors, qu'est-ce que c'est rapide, rapidement, ça veut dire simplement d'arrêter. On peut changer le monde, mais il faut déjà s'intéresser à peut-être faire un petit pas pour le changer. Et ce petit pas, c'est encore une fois être en capacité de traiter les 2-3 cas d'usage qui vont créer une adoption. Déjà une adoption dans l'utilisation d'une démarche centrée sur des problématiques de data. Si mon objectif il est de suivre la conformité réglementaire, eh ben, je me lance sur ce sujet-là et de voir comment je suis capable de piloter ça. Si je veux aller sur l'énergie, ben, je commence par ce sujet, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va être en capacité ensuite de s'appuyer sur les retours d'expérience qu'on aura eu sur ces premiers pas, qui auront été très rapides. Encore une fois, nous, on déploie la plateforme, c'est en 3 mois, il y a déjà de la donnée, il y a des gens qui l'utilisent, et sur des organisations qui font parfois plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Si je vous parle là de Poste Immobilier, par exemple, c'est au mois de janvier que tous les utilisateurs de la Poste, plus leur PM, vont utiliser la plateforme. Donc on parle quand même d'échéances où on a signé au mois de juin, donc on n'est pas sur des projets de temps long, y compris pour des très grands parcs immobiliers. Donc encore une fois, la rapidité pour moi c'est important de se donner des succès qui sont atteignables et sur lesquels oui on peut rêver de tout ce qu'on peut faire avec le machine learning et tout ce qu'on peut apprendre au travers du smart building et des bâtiments, mais il y a des petits pas qui coûtent pas cher et qui permettent d'avoir vite des résultats qui vont faire l'adoption sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir le faire. Encore faut-il, et là je parle l'anticipation et je reviens sur les 2 points que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est que si on veut faire ça rapidement, si je n'ai pas anticipé ma gouvernance de la data vis-à-vis de mes parties prenantes, mon projet ne sera pas rapide parce qu'il va falloir que je négocie par avenant avec chaque contractant comment échanger de la donnée, etc. Et ça va être très long. Et deuxièmement, si je n'ai pas organisé ma gouvernance d'entreprise pour que ce projet il soit partagé au sein de l'entreprise par tous les métiers, je vais avoir du mal d'avoir les irritants sur lesquels je vais pouvoir travailler avec mes utilisateurs. Donc cette démarche centrée utilisateur va être compliquée. Voilà, donc on rajoutera cette dimension-là de la rapidité. Et rapidité, ça ne veut pas dire mal faire le travail, mais c'est de limiter le périmètre peut-être du projet pour avoir déjà un premier succès. Ça va être compliqué de rajouter des choses. Allez, sur comment on fait qu'un là, on a dit projet. Finalité. Après, voilà. je ne sais pas s'il restera quelque chose. Non, mais on peut faire une synthèse. Finalité pour commencer, rapidité, gouvernance. Je vais essayer de rajouter un troisième. En fait, un projet réussi, que ce soit dans ce domaine-là ou d'autres, ça peut les mêmes qu'un projet. Aujourd'hui, pour paraphraser ce que tu disais, un projet long a peu de chances de réussir. Il faut trouver le découper en étapes, etc. Et je dirais pour moi, au-delà de la finalité, donc déjà au départ, il faut bien cadrer ce qu'on veut faire. La plupart du temps, on lance un projet, mais on ne cadre pas exactement ce qu'on attend. Donc au-delà de la finalité, c'est qu'est-ce qu'on attend réellement. Et au final, si un projet aboutit, il doit y avoir des changements de comportement. Et pour moi, la meilleure façon de voir si un projet réussit, c'est qu'il y a eu à la fin des changements de comportement ou des façons d'agir différentes. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'a pas même s'il était rapide, on a peut-être rajouté un autre outil, mais si on n'a pas changé les comportements, je pense qu'on n'a pas la bonne finalité complémentaire. Bien. Oui, il faut que ça soit rapide. Oui, il faut faire partager le projet. Donc c'est un sujet de gouvernance et quelque part d'expliciter les ambitions. C'est évident. Et plus que jamais sur un sujet technologique comme celui-ci, qui plus est dans un monde immobilier où parfois le temps long est aussi une composante. Et là, on est en quelque part entre temps long et temps rapide. Je dirais peut-être un autre élément qui consiste aussi, pourquoi pas, à aller voir ailleurs, dans le sens où, dans d'autres secteurs économiques, ce que la data fait ou a pu faire. Je pense notamment à des secteurs économiques très éloignés des nôtres de l'immobilier, je pense notamment à l'automobile, je pense à l'aéronautique, où on s'aperçoit que la data, pour ces industriels-là, eh bien, a permis de créer des nouveaux business models. Par exemple, tel ou tel constructeur de trains d'atterrissage va se faire rémunérer en fonction de la maintenance prédictive de ces trains d'atterrissage. Bref, finalement, essayer en regardant aux alentours de tous, en dehors du monde de l'immobilier, qu'est-ce qui se passe et comment la data, comment l'IoT, comment tout ça a créé de nouveaux éléments de valeur que l'on peut peut-être, d'une manière ou d'une autre, importer dans notre secteur très classique, très traditionnel, mais également très innovant, qu'est l'immobilier. Oui, c'est très intéressant. Oui, tu peux. Alors, vas-y, attends, je te donne mon micro.
Juste pour, parce que j'ai été un peu négatif tout à l'heure en disant qu'il faut d'abord penser à ce qu'on veut, puis pas trop la donnée pour la donnée. Mais une fois qu'on a la donnée, qu'on l'a utilisée pour un usage, c'est penser multi-usage. C'est-à-dire que l'exemple que je prends toujours, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous avez de la donnée, vous collectez de la donnée pour la consommation en eau d'un logement. Alors, il y a des logements, voilà, ça permet de savoir combien vous consommez, si on peut optimiser, etc. S'il y a une fuite, si le compteur est monté à l'envers, c'est plus comme ça maintenant, mais au-delà de ça, si on se concentre sur un certain nombre d'usages, par exemple, et où ce capteur est positionné, si vous prenez par exemple des résidences pour personnes âgées qui sont maintenues à domicile, si un jour vous n'avez pas d'eau qui coule, ce jour-là, c'est un capteur qui vous dit aujourd'hui il n'y a pas eu d'eau. C'est quand même étrange pour un monsieur ou une dame qui vont aux toilettes tous les jours, qui ouvrent leur robinet d'eau pour boire leur verre d'eau ou faire leur café. Et si ce jour-là il n'y a rien, on peut tout de suite se dire il y a quelque chose qui se passe là. On n'a pas besoin de payer quelqu'un qui fait le tour de tous les logements, etc. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des systèmes un peu d'intelligence qui se disent on a ces données-là. Donc là, ça rejoint un peu les directions de l'innovation. C'est là où je vois l'innovation. Pour moi, c'est pas que de la techno. C'est vraiment des personnes qui se disent bon, qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai et qu'est-ce que je peux faire qui ramène de la valeur. Donc c'est la réutilisabilité de la donnée pour d'autres usages que celui sur lequel on l'a collecté au départ. Voilà. C'est l'approche bottom-up que tu décrivais tout à l'heure. Il nous reste 5 minutes ou 6 minutes, peut-être, oui. Une information complémentaire. Après, si vous avez des questions, préparez-les, comme ça on rebondira dessus. Oui, juste parce qu'on parlait justement de benchmarker d'autres secteurs de l'industrie, et nous, ça nous est arrivé, puisqu'on s'est retrouvé à travailler sur d'autres types d'actifs que les actifs immobiliers, et qui ont des problématiques qui vont vous intéresser, parce que c'est la production d'eau potable. Donc on est en train de déployer la plateforme sur 90 puits de forage d'une très grande métropole qui est métropole lilloise et qui a besoin de transformer aussi son métier au travers de l'utilisation de la data. Là on touche à des sujets qui sont pourtant très éloignés, on va dire, de la thématique immobilière, mais pour le propos, ils vont avoir besoin des mêmes outils pour résoudre le problème qui est que la production d'eau, c'est le plus gros poste de consommation d'énergie d'une métropole. Donc, dans notre économie actuelle, vous imaginez la tension qu'on peut avoir sur cette industrie-là. Et qui plus est, on est sur une ressource en raréfaction sur laquelle il va falloir prendre la data pour pouvoir piloter efficacement l'utilisation de cette ressource par les différents acteurs d'un territoire. Et donc là, je trouve que c'est, en tant qu'acteur plateforme, ayant commencé dans l'immobilier, qui plus est dans le résidentiel, se retrouver aujourd'hui avec le même produit, la même démarche à déployer ces projets, c'est juste pour vous dire... personne n'est différent face à ces projets data, c'est juste que les sémantiques et les mots que l'on utilise font qu'on a notre codification des méthodes et des enjeux sur lesquels on a envie de travailler. Mais finalement, les finalités sont les mêmes. Allez, on a le temps pour une question. Qui est-ce qui... Non, vous avez épuisé, passé de la position verticale à horizontale, verticale et tout ça. Moi, j'ai une question. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est face à des océans de données qui sont générés de partout. L'IoT, il y en a absolument partout. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ESG, formidable, mais on sait aussi, il y a des études qui ont été publiées, que le poids carbone de l'ensemble de l'informatique dépasse le poids carbone de l'ensemble de l'aéronautique mondiale. Donc, est-ce qu'on continue à accumuler des tas de données sans les utiliser, ou est-ce qu'on met en place des langages communs, des dictionnaires? Est-ce qu'on fait offre de sobriété numérique? Alors, Eric, on a abordé ce sujet-là au début sur la sobriété de données, et le chiffre clé, c'était 85% des données collectées ne sont pas utilisées. Peut-être qu'il y a des éléments de réponse supplémentaires à rajouter. Non, mais juste en préparant l'interview, j'avais précisé qu'il y avait 2% en fait, des émissions de gaz à effet de serre qui étaient générées par le numérique. Donc on était évidemment impacté par ces enjeux, et il faut qu'en tant qu'entreprise, on mesure et qu'on publie aujourd'hui cet impact carbone de l'utilisation de ces outils et donc de cet échange d'informations que l'on fait avec les services qui tournent et qui consomment des ressources importantes. Et je lisais dans cet article-là que la projection justement de la progression, en fait c'est plus ça qui est inquiétant aujourd'hui, c'est pas tant le volume d'émissions qui est déjà émise, mais c'est sa progression. Et donc il va falloir être vigilant à ce que, en mettant en œuvre toutes ces stratégies-là, on ne vienne pas alourdir la difficulté d'atteindre notre neutralité carbone en mettant en œuvre des solutions qui vont progresser sur ces sujets-là. Bon, on sait quand même que c'est globalement quand même la vidéo qui est un des premiers postes de consommation, on va dire, sur ces sujets-là. Quand on parle de nos data, c'est finalement
une data qui ne consomme quasiment pas d'espace de stockage. Là où il faut faire attention, c'est les calculs qui vont venir par-dessus ces datas. On en a parlé tout à l'heure. Je voudrais juste rajouter un petit point par rapport à cette information-là. C'est vrai que l'industrie informatique consomme énormément d'énergie, mais il y a une autre étude aussi qui est parue sur le cloud, le fameux cloud dessus, en disant les entreprises parce qu'en France, il y a encore un peu une réticence à dire notre système d'information est hébergé, on préfère l'avoir chez soi, etc. Et il y a une étude qui a montré quand même que plus on allait sur le cloud, moins on consommait d'énergie, on centralisait, mais on mutualisait aussi l'utilisation des serveurs, et donc ils étaient mieux utilisés, mieux répartis, et qu'il y avait quand même des gains de l'ordre de 20 à 35% par rapport à une utilisation quotidienne d'un serveur dans les entreprises. Donc il y a aussi cette partie-là, et les gros hébergeurs mondiaux, et français aussi, comme OVH, vont vers des systèmes décarbonés où ils produisent de l'énergie aussi plutôt verte. Donc il y a aussi cette dimension d'aller dans des systèmes partagés plutôt que d'avoir chacun son propre serveur chez lui. Pour répondre à la question d'Eric sur les données, il y a aussi cette infrastructure qui est importante aujourd'hui. Merci beaucoup.